de l'ADN néandertalien dans des régions essentielles à notre système immunitaire. Ce qui m'a d'abord attiré, c'est la grotte de Denisova en Sibérie. Je pense que tout le monde a entendu parler des Néandertaliens. Et de nos jours, je pense que tout le monde a également entendu parler des Denisovans. Depuis plus de 150 ans, les ossements épars de Néandertaliens alimentent les débats. D'abord considérés comme de simples hommes préhistoriques britanniques, ils furent ensuite réinterprétés comme les victimes tragiques de l'ère glaciaire. Mais la question de leurs véritables origines est restée sans réponse. Pendant des années, leur histoire et leurs origines sont demeurées incomplètes et mystérieuses. Aujourd'hui, grâce à la puissance de l'ADN ancien, les scientifiques perçant enfin les secrets enfouis dans leurs cellules. Ce qui se révèle est bien différent de ce que l'on imaginait. C'est plus étrange, plus ancien et bien plus troublant que nous ne l'avions jamais cru. La première découverte, l'histoire des Néandertaliens a commencé discrètement en 1829 lorsque le scientifique belge Philippe Charles Schmerling a fouillé des grottes près d'Angus, en Belgique. Parmi les ossements qu'il a mis au jour se trouvait le crâne d'un enfant dont les traits ne correspondaient pas à ceux de l'homme moderne. Sa forme était inhabituelle, avec un front bas et des sourcils épais. Mais au début du 19e siècle, l'idée qu'il ait pu exister d'autres types d'humains était impensable. À l'intérieur des grottes, des équipes d'archéologues recherchant des vestiges du passé de Néandertal. La plupart des scientifiques supposaient qu'il s'agissait simplement d'un enfant étrange ou malade. La découverte de Schmerling fut répertoriée puis mise de côté. Son importance réelle ignorée pendant des décennies. La percée eut lieu en 1856, lorsque des ouvriers extrayant du calcaire de la vallée de Neander, en Allemagne, mirent au jour d'étranges ossements dans une grotte. Le crâne était long et massif, avec un front fuyant et des arcades sourcilières proéminentes. Les os des membres étaient épais et robustes. Lorsque les scientifiques les examinèrent, ils ne parvinrent pas à s'accorder sur leur nature. Certains affirmèrent bien qu'ils appartenaient à un homme paralysé par le rachitisme ou l'arthrite. D'autres insistèrent sur le fait qu'ils provenaient d'un singe ou d'un ours disparu. L'idée que ces ossements puissent appartenir à une espèce d'ancêtre humain différente était trop radicale pour être acceptée par beaucoup. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle, avec la découverte de nombreux squelettes à travers l'Europe, en France, en Croatie et en Espagne, que la réalité devint incontestable. Il ne s'agissait pas de malformations isolées ni d'erreurs. Ces restes témoignaient de l'existence d'une espèce humaine distincte ayant jadis peuplé le continent. En reconnaissance de la découverte de la vallée de Neander, les scientifiques leur donnèrent un nom, Homo neanderthalensis. Mais cette appellation ne mit pas fin au débat. Même à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les scientifiques débattaient de la véritable nature des Néandertaliens. Certaines reconstitutions les représentaient comme des êtres voûtés et simiesques, d'après des squelettes atteints d'arthrite. Musées et illustrations populaires ont largement contribué à cette image, les dépeignant comme des brutes primitives armées de massues et au visage grimaçant. Ces premières représentations ont marqué l'imaginaire collectif et ont durablement influencé la perception des Néandertaliens pendant des décennies. Pourtant, derrière ces stéréotypes se cachait une question plus profonde, à laquelle aucun fossile ne pouvait répondre. Si les Néandertaliens avaient jadis parcouru l'Europe, d'où venaient-ils? Certains chercheurs pensaient qu'ils avaient évolué localement à partir d'ancêtres européens plus anciens. D'autres soupçonnaient que leur histoire avait commencé ailleurs. Pour sortir de cette impasse, les scientifiques avaient besoin d'un nouveau type de preuve, enfoui dans les fossiles eux-mêmes, l'ADN. Et une fois récupéré, il allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur les Néandertaliens. Lire le code génétique des morts. En 1997, des scientifiques ont analysé un os de Néandertal qui reposait dans un tiroir de musée depuis plus d'un siècle. Cet os provenait de la grotte de Feldhofer, dans la vallée de Neander, près de Düsseldorf, le site même où les Néandertaliens furent identifiés pour la première fois en 1856. Pendant des décennies, le seau de fosse avait fait partie de la collection du musée Rheinisches Landes de Bonn, soigneusement conservé, mais jamais envisagé comme autre chose qu'une pièce d'exposition. Lorsqu'un petit fragment fut remis pour analyse, personne ne pouvait être certain qu'il contenait encore des éléments utiles. Une question évidente se pose alors.
quel est l'impact de l'apport génétique des Néandertaliens sur l'homme moderne? Sous la direction de Svante Pääbo à l'Université de Munich, des chercheurs ont foré la partie dense du fossile et en ont extrait une fine poudre. Leur découverte a stupéfié la communauté scientifique. Contre toute attente, ils ont récupéré des fragments d'ADN mitochondrial, le matériel génétique transmis de la mère à l'enfant. De nombreux défis se sont immédiatement présentés à eux. Les fragments étaient fragiles, souvent réduits à quelques dizaines de nucléotides seulement. Ils étaient même mêlés à de l'ADN provenant de microbes du sol et à des contaminations modernes dues aux manipulations du fossile au fil des ans. Ce succès a prouvé la faisabilité de la tâche, mais a aussi révélé l'ampleur du chemin à parcourir. L'impulsion décisive a été donnée la même année avec la création de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig. PBO s'y est installé et a constitué une équipe entièrement dédiée à l'étude de l'ADN ancien. Pour reconstituer un génome complet, il leur fallait des ossements de Néandertaliens contenant encore suffisamment d'ADN exploitable. Les fossiles ordinaires ne contenaient souvent que de la poussière. L'équipe s'est donc concentrée sur des restes conservés dans des conditions froides et stables. L'une des sources les plus importantes fut la grotte de Vindija en Croatie, où des ossements de Néandertaliens découverts dans les années 1970 étaient conservés au Mazautsko, au Musée d'histoire naturelle de Croatie. L'environnement frais des grottes les avait mieux protégés que la plupart des sites européens. Un autre ensemble d'échantillons provenait de Sibérie, où le pergélisol a conservé des restes humains prisonniers du sol gelé pendant des dizaines de milliers d'années. Ces ossements appartiennent à des Néandertaliens ayant vécu en Europe de l'Est et en Asie centrale. Ils ont été choisis car leur état de conservation offrait les meilleures chances de trouver du matériel génétique intact. Chaque fossile a été foré à l'aide d'outils stériles afin que les chercheurs puissent atteindre la partie interne dense de l'os, la moins exposée à la contamination. La poudre issue de ces forages a ensuite été dissoute dans des solutions chimiques pour libérer les fragments d'ADN. Encore présents. Chaque étape du processus a dû être protégée de toute contamination. Les laboratoires ont été scellés et stérilisés, et les scientifiques ont travaillé en combinaison de protection intégrale. Les fragments d'ADN eux-mêmes étaient courts et fortement endommagés. Les chercheurs ont donc recherché à leurs extrémités une signature chimique caractéristique attestant de leur ancienneté. De l'ADN néandertalien a été retrouvé dans des régions essentielles à notre système immunitaire. Des enzymes ont été utilisées pour purifier les fragments. Des marqueurs artificiels ont été ajoutés pour permettre leur traçabilité. Des millions de copies ont ensuite été réalisées jusqu'à ce que les séquences soient lisibles par les machines modernes. Afin de garantir la validité des résultats en temps réel, les spécialistes de l'unité d'accélérateur de radioargon d'Oxford ont daté les ossements et les matériaux environnants, s'assurant ainsi de la concordance des données génétiques avec les vestiges archéologiques. En 2010, après des années de travail minutieux, l'équipe de Pääbo à l'Institut Max Planck a publié la première ébauche du génome néandertalien. C'était la première fois que des scientifiques parvenaient à déchiffrer l'intégralité du code génétique d'un parent humain disparu depuis longtemps. Ce résultat confirmait les hypothèses déjà formulées par les analyses mitochondriales antérieures. Les Néandertaliens n'étaient pas une forme malade de l'homme moderne. Ils constituaient une espèce distincte qui s'était séparée de nos ancêtres il y a environ 500 à 600 ans. Cependant, le séquençage préliminaire du génome a également soulevé de nouvelles questions. Certaines parties de l'ADN ne correspondaient pas parfaitement à l'idée d'un génome sain, la séparation entre les Néandertaliens et les humains modernes. Les données laissaient entrevoir une histoire plus complexe, mais les chercheurs n'étaient pas encore prêts à en préciser le sens. L'essentiel à ce stade était que le génome ait enfin été séquencé, offrant ainsi aux scientifiques un nouvel outil puissant pour tester d'anciennes théories. L'étape suivante a consisté à comparer l'ADN des Néandertaliens provenant de différentes régions. Ce n'est qu'alors que les scientifiques ont commencé à avoir une vision d'ensemble et les découvertes ont étendu le champ des connaissances bien au-delà de l'Europe. Le visage néandertalien est très différent de la forme d'un visage moderne et de nombreux débats entourent son évolution et ses raisons. Le lien asiatique choquant. Pendant un temps,
Le génome néandertalien provisoire de la grotte de Vindiga a été considéré comme le modèle standard du génome néandertalien. Mais cette hypothèse a rapidement été remise en question lorsqu'un autre génome a été découvert à partir d'un petit os d'orteil trouvé dans la grotte de Denisova, en Sibérie. Ce spécimen a été baptisé néandertalien d'Altaï. Lorsque les chercheurs de Leipzig l'ont comparé au génome croate, ils ont été stupéfaits par les différences. Ces deux néandertaliens vivaient à des dizaines de milliers d'années d'intervalle et à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Pourtant, l'écart génétique entre eux était bien plus important que prévu. Il ne s'agissait pas du schéma d'une espèce unique et uniforme se propageant lentement à travers l'Europe. Au contraire, cela montrait que les Néandertaliens étaient divisés en populations distinctes, isolées les unes des autres pendant de longues périodes. Le génome d'Altaï a révélé que la branche orientale des Néandertaliens vivait en Sibérie depuis des centaines de milliers d'années, évoluant différemment de leurs congénères occidentaux. Cette découverte fut un choc, car pendant plus d'un siècle, l'histoire des Néandertaliens avait été considérée comme exclusivement européenne. Leurs ossements avaient été retrouvés en Allemagne, en France, en Espagne et en Croatie. On supposait donc que l'Europe était leur véritable foyer. Les données génomiques ont bouleversé cette vision. Les Néandertaliens n'étaient pas du tout confinés à l'Europe. Ils étaient répartis sur un vaste territoire, s'étendant sur des milliers de kilomètres en Asie. Le génome d'Allais a également révélé d'autres surprises. Son ADN a montré des signes de profonde divergence génétique, suggérant d'anciens contacts avec d'autres populations d'hominidés en Asie, bien que les détails précis ne soient pas encore clairs. Les preuves démontraient que l'histoire des Néandertaliens ne pouvait s'expliquer uniquement par les fossiles européens. Pour la comprendre pleinement, les scientifiques devaient étendre leurs recherches à l'est comme à l'ouest. Les découvertes archéologiques ont enrichi ce tableau. Dans certaines régions de Chine, des outils de pierre ressemblant fortement à ceux utilisés par les Néandertaliens en Europe ont été mis au jour. On ignorait si ces outils avaient été fabriqués par les Néandertaliens eux-mêmes ou par d'autres groupes ayant adopté leur technique, mais leur présence montrait que les idées, et peut-être même les populations, circulaient sur de vastes distances. Et dans la même grotte sibérienne où fut découvert le Néandertalien d'Ali, un autre fragment allait réserver une surprise encore plus grande. La rencontre avec les Denisovans. En 2008, au plus profond de la grotte de Denisova en Sibérie, des scientifiques ont mis au jour ce qui semblait être un fossile insignifiant. Des archéologues russes, en fouillant la grotte, ont mis au jour un fragment d'os de doigt appartenant à une jeune fille. La pièce était si petite qu'elle semblait d'abord insignifiante. Elle fut mise de côté, puis remise à l'équipe de Leipzig pour des analyses génétiques. Lorsque le groupe de Spantapabo en a extrait l'ADN, les résultats ont stupéfié tout le monde. L'os ne correspondait ni à celui des Néandertaliens, ni à celui des humains modernes. Il appartenait à une population humaine ancienne entièrement différente. Ce peuple reçut un nouveau nom, tiré directement de la grotte, les Denisovans. Cette découverte bouleversa instantanément notre compréhension de l'évolution humaine. Pas humain, et il l'était à tous égards, car les humains anatomiquement modernes se sont croisés avec les Néandertaliens. On ne peut pas se croiser avec une autre espèce. Jusqu'alors, les scientifiques pensaient que le monde de l'ère glaciaire n'avait été peuplé que par les Néandertaliens et les premiers humains modernes. Les Denisoviens ont démontré qu'au moins 3 groupes distincts avaient coexisté. Plus surprenant encore, l'analyse ADN a révélé que Néandertaliens et Denisoviens ne s'étaient s'étaient pas étrangers les uns aux autres. Ils avaient vécu côte à côte dans certaines régions d'Asie, et leurs gènes ont montré qu'ils s'étaient croisés à plusieurs reprises. L'une des preuves les plus convaincantes est apparue en 2018, lorsque des chercheurs ont analysé les restes d'une adolescente découverte dans la même grotte. Son ADN a révélé qu'elle avait une mère néandertalienne et un père dénisovien. Elle n'était pas issue d'une ascendance lointaine ou de faibles traces de croisement.
Elle était bien la fille directe de deux groupes différents. Cette découverte a prouvé sans l'ombre d'un doute que Néandertaliens et Denisoviens ne se sont pas contentés de se rencontrer. Ils ont fondé des familles ensemble. D'autres comparaisons ont montré que ces croisements ont eu lieu en plusieurs lieux et à différentes époques. Certaines populations néandertaliennes portaient de l'ADN dénisovien, ce qui signifie que ces rencontres n'étaient pas des événements rares. Il s'est avéré que les Denisoviens étaient bien plus répandus qu'on ne le pensait. Leur ADN a laissé des traces à travers l'Asie et même au-delà. Aujourd'hui encore, des populations du Tibet, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Australie possèdent des gènes dénisoviens. Au Tibet, une variante génétique dénisovienne permet aux habitants de vivre en haute altitude en optimisant l'oxygénation de leur organisme. Cela signifie que les Denisoviens n'ont pas seulement vécu en Asie, mais qu'ils ont aussi transmis des caractéristiques qui continuent d'influencer la biologie humaine actuelle. La découverte des Denisoviens a bouleversé notre vision simpliste de l'histoire de l'humanité. L'évolution n'était plus une ligne droite reliant nos ancêtres archaïques à nous. Elle formait un réseau complexe de populations qui se séparaient, se réunissaient et s'influençaient mutuellement à maintes reprises. Si les Néandertaliens entretenaient des liens si étroits avec leurs cousins asiatiques tout en conservant leur singularité, la question de leurs origines ne pouvait plus être ignorée. D'où venaient-ils réellement? Et pourquoi leur ADN refusait-il de désigner une origine unique? La réponse est encore plus troublante que la découverte des Denisovans eux-mêmes. La véritable origine révélée. Le génome néandertalien préliminaire publié en 2010 et le génome Alaï de haute qualité achevé en 2014 ont donné aux scientifiques leur première occasion de cartographier l'ascendance en détail. En comparant ces génomes à d'autres ADN anciens et modernes, l'équipe de Svante Pääbo et ses collaborateurs ont démontré que les Néandertaliens descendaient d'Homo heidelbergensis. Cette espèce a vécu il y a environ 600 ans et est souvent considérée comme un pont entre les premiers humains et les humains plus récents. Leur cerveau était plus volumineux et leurs outils bien plus perfectionnés que ceux de leurs ancêtres. Et leur morphologie était proche de celle des Néandertaliens et de l'homme. Des fossiles d'Homo heidelbergensis ont été découverts en Afrique, notamment en Éthiopie, et en Europe, par exemple à Sema de Laos, en Espagne. De plus, la quasi-totalité des variations génétiques observées hors d'Afrique présentent des séquences d'ADN très proches de celles présentes en Afrique. Comme ces fossiles étaient disséminés sur tous les continents, le message était clair. Les Néandertaliens ne sont pas issus d'un seul foyer. Ils proviennent d'une population déjà dispersée à travers l'Afrique et l'Eurasie. Lorsque les scientifiques ont examiné de plus près le génome d'Alaï, la surprise n'a fait que s'accroître. L'ADN portait des signaux pointant dans plusieurs directions. Certaines séquences reliaient les Néandertaliens à des populations européennes. D'autres les ont liés à des groupes asiatiques, tandis que d'autres encore ont suggéré des contributions de lignées encore plus anciennes. L'une de ces lignées était Homo erectus, une espèce ayant vécu en Asie pendant plus d'1 million d'années. Homo erectus fut l'une des premières formes humaines à marcher debout et à quitter l'Afrique. Et ces fossiles ont été découverts de l'Indonésie à la Chine. Si les Néandertaliens portaient des traces d'Homo erectus, cela signifiait que leurs ancêtres s'étaient mélangés à des populations plus anciennes vivant déjà en Asie bien avant l'apparition de la forme néandertalienne classique. Pour complexifier encore le tableau, les génomes ont également révélé que les Néandertaliens étaient liés aux humains modernes. Notre propre espèce connue scientifiquement sous le nom d'Homo sapiens, bien plus tôt qu'on ne le pensait. Les humains modernes se caractérisent par un squelette plus léger, un front plus haut, un visage plus petit et une capacité de pensée symbolique et de langage qui a façonné la culture. Les données génétiques ont montré que les Néandertaliens et les premiers humains modernes avaient commencé à se croiser il y a plus de 200 ans, bien plus tôt que les scientifiques ne le pensaient auparavant. Cette révélation a bouleversé les chercheurs car elle a remis en question toute la théorie de l'évolution humaine. Elle a démontré que les Néandertaliens n'étaient pas une branche isolée, mais un maillon d'un réseau de groupes humains qui se rencontraient, se mélangeaient et s'influençaient mutuellement en permanence.
Certaines populations dans le monde possèdent encore aujourd'hui de 3 à 5% d'ADN néandertalien. Le défi suivant pour les scientifiques était de comprendre le fonctionnement de ce réseau. Comment ces groupes ont-ils survécu dans des conditions aussi hostiles? Et comment leurs migrations transcontinentales ont-elles engendré les échanges constants qui ont façonné leur ADN? Climat, vagues et carrefours. L'histoire des Néandertaliens ne s'est pas déroulée dans un monde calme et stable. Leur existence a été marquée par les cycles brutaux des glaciations, lorsque d'immenses glaciers ont avancé et reculé à maintes reprises sur l'Europe. Durant les périodes les plus froides, d'immenses calottes glaciaires recouvraient une grande partie du continent, contraignant animaux et humains à abandonner des régions entières. Ils ont alors survécu dans des refuges du Sud, comme l'Espagne, l'Italie et les Balkans. Lorsque les glaciers ont fondu, ils ont migré vers le nord, vers des terres marées qui étaient inhabitables quelques siècles auparavant. Les épreuves archéologiques montrent que les Néandertaliens retournaient régulièrement au même refuge, ce qui suggère des migrations qui se sont poursuivies pendant des milliers d'années. Les analyses ADN ont confirmé que ces migrations ne se limitaient pas à l'Europe. Les Néandertaliens étaient également liés à l'Afrique. Leur ancêtre, Homo heidelberg, avait vécu à la fois en Afrique et en Eurasie, et les vagues de migration hors d'Afrique ont contribué à l'histoire des Néandertaliens. Voici les premiers hommes-fleurs, une découverte totalement inédite en archéologie. Certains groupes sont retournés en Afrique, porteurs de gènes et l'iso-néandertalien, tandis que d'autres ont pénétré plus profondément en Eurasie. Ces mouvements de va-et-vient expliquent la présence de gènes néandertaliens à travers les continents. Le Caucase, situé à la frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie, constituait un carrefour majeur dans ce processus. Des sites archéologiques de cette région, comme la grotte de Mesmekaya, ont livré des fossiles néandertaliens, révélant des liens génétiques évidents entre les populations orientales et occidentales. Ceci a démontré que le Caucase n'était pas un obstacle, mais un pont permettant la circulation des idées, des outils et des gènes dans les deux sens. Il existait d'autres voies de passage. L'Afrique du Nord et le Levant, région qui comprend aujourd'hui Israël, la Jordanie et la Syrie, constituaient des corridors essentiels reliant l'Afrique et l'Eurasie. Durant les périodes glaciaires, les déserts et les conditions climatiques extrêmes ont bloqué ces routes. Mais avec le réchauffement climatique, elles sont redevenues accessibles. Des fossiles et des outils en pierre provenant de sites du Levant, tels que la grotte de Tabon et Kavza, ont montré que les Néandertaliens et les premiers hommes modernes avaient traversé ces régions à différentes époques. La grotte de Cave est un lieu emblématique de l'histoire des études néandertaliennes et y a joué un rôle déterminant. Le Caucase, l'Afrique du Nord et le Levant formaient ensemble le principal carrefour du monde néandertalien. À chaque fois que ces voies devenaient accessibles, de nouvelles vagues de population les empruntaient, emportant avec elles leurs gènes et leur technologie. Ce mouvement constant a engendré diversité et force. Mais il a aussi soulevé une question lancinante. S'ils étaient si adaptables, si profondément enracinés sur 3 continents et si liés à d'autres groupes humains, pourquoi les Néandertaliens ont-ils fini par disparaître tandis que les humains modernes ont survécu? Qu'est-il arrivé aux Néandertaliens? Il y a environ 40 ans, l'histoire des Néandertaliens a pris fin. Même en ce qui concerne les Néandertaliens, si nous sommes là et pas eux, c'est parce que nous étions supérieurs à eux. Les scientifiques ont longtemps cru à une extinction soudaine, mais les preuves dressent un tableau différent. Leur déclin fut lent et inexorable, s'étalant sur des milliers d'années. Les fossiles et les vestiges archéologiques montrent que les populations néandertaliennes avaient déjà commencé à diminuer bien avant leur disparition finale. Dans de nombreuses régions, des sites autrefois florissants se sont vidés. Des études génétiques ont confirmé ce déclin. Le séquençage de l'ADN néandertalien a révélé des signes évidents de faible diversité. Leur génome portait des marqueurs de consanguinité indiquant que les groupes étaient si petits et isolés que les individus apparentés étaient souvent contraints de s'accoupler. Selon certaines estimations, les Néandertaliens survivants d'Europe et d'Asie occidentale ne comptaient
comptait peut-être que quelques milliers d'individus dispersés sur de vastes territoires. Des populations aussi fragiles n'ont pas pu résister à des crises successives. Parallèlement, les humains modernes se répandaient en Europe et en Asie occidentale. Il y a environ 45 ans, Homo sapiens est arrivé d'Afrique avec des groupes plus importants, des réseaux sociaux plus étendus et des stratégies de survie plus flexibles. Les preuves archéologiques suggèrent qu'ils utilisaient des outils plus légers et plus efficaces, bénéficiaient d'une alimentation plus variée et avaient mis en place des systèmes de coopération plus performants. Les humains modernes ont tissé des liens sur de longues distances, échangeant d'idées et ressources entre les groupes. Dans un monde où les ressources étaient rares et les hivers rigoureux, cela leur a conféré un avantage certain. La compétition était inévitable et les Néandertaliens étaient souvent les plus marginalisés. Les changements climatiques ont rendu leur lutte encore plus ardue. Il y a donc des périodes où il fait chaud, presque aussi chaud qu'aujourd'hui, et la mer est toute proche. La fin de la dernière période glaciaire fut une époque de bouleversements violents. Pendant certains siècles, l'Europe fut recouverte d'immenses calottes glaciaires. À d'autres, le climat se réchauffa brutalement. Les ressources alimentaires disparurent, réapparurent, puis disparurent à nouveau. Pour des populations déjà peu nombreuses et dispersées, ces chocs pouvaient être dévastateurs dans certaines régions. Les Néandertaliens ont survécu pendant des siècles aux côtés des humains modernes, comme en témoignent des sites en France et en Espagne. Mais leur existence a fini par s'interrompre. D'autres facteurs ont probablement aussi contribué à leur disparition. Certains scientifiques avancent que des agents pathogènes véhiculés par les Homo sapiens venus d'Amérique auraient pu frapper les groupes de Néandertaliens dépourvus d'immunité, tout comme de nouvelles maladies ont décimé les populations indigènes des Amériques des milliers d'années plus tard. Bien que controversée, cette idée souligne la vulnérabilité des petites populations fragilisées face au contact extérieur. Avec la disparition du dernier Néandertalien, leur culture, leur voix et leur mode de vie ont disparu à jamais. Le crâne était complètement écrasé. Il était aplati et mesurait probablement 2 à 3 cm d'épaisseur. Il ne restait que des fragments de leur ADN, encore présents chez l'homme moderne aujourd'hui. Les Néandertaliens avaient disparu. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Une autre lutte s'engagea quant à la manière dont ils seraient perçus. Scientifiques, artistes et culture populaire ont façonné l'image des Néandertaliens, influençant la façon dont des générations les ont imaginés. Pourtant, cette image était souvent un mythe, les dépeignant sous un jour inférieur à ce qu'ils étaient réellement. Mythe contre vérités et vérité. Pendant une grande partie du 20e siècle, les Néandertaliens ont souffert d'une réputation qui relevait davantage du mythe que de la réalité. Dans les manuels scolaires, les expositions muséales et la culture populaire, ils étaient représentés comme courbés, lents et mi-animaux. L'une des principales sources de ce mythe était un squelette unique mis au jour à la chapelle d'Auzance, en France, en 1908. Les ossements appartenaient à un Néandertalien âgé, souffrant d'une arthrite sévère. J'avais les pièces et je pouvais commencer la restauration, un véritable puzzle. Sa colonne vertébrale était courbée et ses articulations endommagées. Lorsque le paléontologue français Marcellin Boule étudia le squelette, il supposa que ces caractéristiques étaient typiques de toute l'espèce. En 1911, il publia ses découvertes, décrivant les Néandertaliens comme voûtés, maladroits et brutaux. Ces études se répandirent rapidement, influençant durablement la perception du public et même des scientifiques. Le mythe de l'homme des cavernes voûtées perdura des générations, mais il reposait sur des erreurs et des préjugés. Au début du XXe siècle, la science était fortement influencée par des biais sociaux et culturels. Les chercheurs européens avaient tendance à hiérarchiser les groupes humains, plaçant les Européens modernes au sommet. Présenter les Néandertaliens comme dégénérés et sous-humains s'inscrivait parfaitement dans cette vision du monde. Cela permettait aux scientifiques de tracer une ligne de démarcation nette entre les humains modernes évolués et les autres espèces supposément inférieures. Les expositions muséales et les illustrations populaires ne se contentaient pas de refléter des idées scientifiques. Elles renforçaient les stéréotypes sociaux liés au progrès, à la race et à la supériorité.
Ce préjugé facilitait la diffusion de cette image brutale et rendait plus difficile sa réfutation par de nouvelles preuves. Même lorsque des études ultérieures ont démontré que les Néandertaliens marchaient debout et possédaient un cerveau volumineux comparable au nôtre, cette image est restée ancrée dans l'imaginaire collectif. Il a fallu des décennies de fouilles minutieuses, de nouvelles reconstitutions et, finalement, des avancées génétiques majeures pour rétablir la vérité. L'archéologie a également révélé une autre facette de leur vie, en contradiction avec l'image stéréotypée de l'homme brutal. Les fouilles ont montré que les Néandertaliens enterraient leurs morts, fabriquaient des outils avec précision et prenaient peut-être même soin des malades et des blessés. Dans la grotte de Shanidar, en Irak, les restes d'un homme blessé ayant vécu des années, malgré un handicap important, suggèrent que les groupes néandertaliens veillaient les uns sur les autres. Ces découvertes ont contraint les scientifiques à reconsidérer la véritable nature des Néandertaliens. Peu à peu, les erreurs ont été corrigées. Les Néandertaliens se sont révélés être un peuple fort et capable, adapté à certains des climats les plus rudes de la planète. Corriger ce mythe ne se limite pas à une question d'exactitude scientifique. Il s'agit de se confronter aux préjugés du passé et de redonner sa dignité à une espèce humaine incomprise pendant plus d'un siècle. Que pensez-vous des Néandertaliens? N'hésitez pas à commenter ci-dessous.